Bon Patrick, bonjour. Bonjour Nicolas. Voilà, de nouveau chez moi pour de Voilà. nouvelles aventures. Dans un autre cadre, hein. Dans un autre cadre, on a changé un petit peu de décor. Plateau Plateau, voilà, on a d'enregistrement. fait ça bien. Ouais. On a mis notre petite table, machin, on a fait ça un petit peu tranquillou, comme à la maison. Il fallait qu'on fasse une suite à notre, comment dirais-je, à nos précédents épisodes sur l'acoustique, sur l'écoute, dont on a beaucoup parlé et dont on me parle souvent. Et Calibrage puis aussi. calibrage, voilà, on a fait beaucoup de choses. Tout ça lié par rapport au stage qu'on fait. C'est vrai que la genèse de ça, c'est vrai que l'histoire a démarré avec la méthode d'écoute. C'est marrant ça, parce que chaque fois, quand je rencontre les gens qui ont suivi cette formation, et maintenant il y en a beaucoup, j'avais ce retour des gens qui sortaient de cette formation, qui arrivaient chez eux, en disant: «Mais c'est bizarre, je ne retrouve pas les mêmes valeurs sur les critères, machin, et cetera». Et moi je leur disais: «Et puis toi aussi, bah, voilà, bah, est-ce que votre écoute est bien réglée? Qu'est-ce qui se passe?» Voilà, et L'acoustique de cetera. votre salle. Et l'acoustique, voilà. Et du coup, bah, c'est là où ils se rendent compte qu'effectivement il y a des problèmes. Donc il a fallu répondre à ces questions-là et on l'a fait dans un 1er temps avec, les corrections électroniques. C'est ça, le calibrage Voilà, électronique. avec ton approche à toi, l'effet de fusion dont on a parlé dans des précédentes vidéos. Et puis forcément, on sait bien que ça ne suffit pas. Il faut, également un bon traitement acoustique, en tout cas un minimum, on va dire. Et là-dessus, eh ben, voilà, on a commencé à faire des choses, notamment en stage, mais on ne l'avait pas fait en vidéo. Non. Et alors on a parlé des mesures, tout ça, bien sûr, mais on n'a pas fait vraiment de sujet sur, le traitement, sur, comment dirais-je? Choisir et bien positionner son traitement acoustique. C'est des choses qu'on fait dans notre petit stage, ici même à Saint-Péray. Et donc on a réfléchi un petit peu et on s'est Même dit: beaucoup, même «Tiens», même beaucoup. beaucoup, beaucoup, n'ayons pas peur des mots. Et on s'est dit que voilà, peut-être qu'on aurait pu essayer de faire une petite synthèse, de ce qu'on fait dans les stages. Parce qu'évidemment en vidéo, c'est très compliqué de faire un truc, précis et tout ça, c'est extrêmement complexe, hein, vous vous en doutez bien. Et donc l'idée, c'est de faire, une petite présentation de ta philosophie de l'acoustique, j'ai envie de dire, qui est l'acoustique systémique, dont tu vas nous parler. Parce que c'est vrai que l'acoustique se résume pas à juste à mettre des panneaux et merci, bonsoir. Ça va un petit peu plus loin, c'est ce que tu vas nous expliquer là. Tout ça dans un but d'avoir, une écoute. Bah, de comprendre aussi pourquoi on fait un stage de 5 jours quand même, Oui, qui nous emmène, du début jusqu'à la fin voilà, et par le biais justement d'une vue globale que j'appelle un système. Système, c'est un mot un peu à la mode actuellement, mais ouais, c'est mais c'est ça, c'est une vue globale des choses et non pas une vue partielle de chaque chose indépendamment les unes des autres. c'est ça. Voilà. On parle d'acoustique classique surtout pour le traitement acoustique interne des lieux d'enregistrement et plus spécifiquement des cabines de mixage, mastering, montage, etc. Et dans l'acoustique classique, déjà, on distingue 2 choses. L'isolation phonique, hein, et l'acoustique interne, c'est, plutôt l'acoustique qui va faire le traitement, ce qu'on appelle le traitement acoustique interne de la cabine, au-delà du problème je dirais d'isolation phonique avec les voisins ou inversement, C'est de ça. la route qui passe pas loin ou et cetera. Ça, c'est bien 2 trucs Alors différents c'est 2 parce que choses voilà. complètement séparées, mais en même temps qui vont avoir des interactions l'une avec l'autre. Je prendrai des exemples après. Ouais, Voilà. Et alors, cette acoustique classique, hein, donc on se dit voilà, on part d'un lieu et puis on va dire: «Ben, on va faire l'acoustique du lieu». Mais y a-t-il une acoustique du lieu? Ou y a-t-il une infinité d'acoustiques en fonction de l'endroit où on met la source et de l'endroit où on met ses oreilles? Bah oui, parce que parler de l'acoustique d'un lieu pour une salle de répétition, un plateau d'enregistrement, pourquoi pas? Mais parler de l'acoustique d'un lieu pour une cabine de studio, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a plein d'acoustiques différentes en fonction du chemin acoustique qu'on utilise. Alors, on va prendre en compte aussi, donc dans l'acoustique classique, on prend souvent en compte, on parle du RT60 ou TR60, qui est une valeur globale, et puis après avec d'autres choses qui vont être affinées, mais on parle toujours disons, de l'acoustique globale du lieu, mais c'est l'acoustique du bâtiment souvent, en plus,
quelquefois, enfin même la plupart du temps, quand vous faites des diagnostics d'acoustique, on fait des fois des diagnostics sur l'octave entre 125 et 4 kHz, qui est l'acoustique du bâtiment, mais en isolation phonique, mais aussi des fois en acoustique interne. Alors bien sûr, c'est un non-sens, hein, évidemment. Hein. Bon, on va plus loin en général quand même. Mais on va prendre aussi en compte dans cette acoustique classique, là on est toujours dans l'acoustique classique, on va prendre en compte les normes globales, c'est-à-dire les préconisations de, par exemple, ITU, AES, les normes ISO, etc., qui se réfèrent à un type de production. Par exemple, on a la production musique, TV, broadcast, jeux vidéo, cinéma, enfin, toutes ces normes sont très différentes et vous les trouvez, bien sûr, et on les voit dans le stage d'ailleurs, bien sûr, ça. Hein. Alors ces normes vont spécifier, bien sûr, c'est intéressant, mais elles vont spécifier les performances acoustiques qui sont mesurables de la salle, comme je vous disais, le TR60 par rapport à la fréquence, aussi lié aux enceintes monitoring, par exemple, si on parle de l'acoustique des studios d'enregistrement, ce qui est l'objet en fait de notre présentation là, hein, comme le niveau d'alignement, leur position géométrique, etc. On va un tout petit peu plus loin, mais souvent guère loin, la coupe de réponse aussi, tout ça. Pour moi, excusez-moi, mais c'est le dessus de l'iceberg. Ouais. Tel que là, on va aller plus loin. Et là, c'est là qu'intervient l'acoustique systémique. Parce que l'acoustique systémique va plus loin parce que on va considérer en fait le résultat final. Et le résultat final va inclure en fait les caractéristiques électroacoustiques des enceintes, comme la réponse impulsionnelle, la coupe de réponse en fréquence et en directivité, hein, qui va être contrôlée bien ou pas du tout, ou moyennement, la linéarité en régime harmonique et transitoire, la compression globale et dynamique, qui est extrêmement importante parce que, comme vous le savez, enfin, si vous suivez un peu ce qu'on raconte, mais il n'y a pas que moi qui le dit quand même, heureusement, notre oreille fonctionne en temps et en différence, en différence temporelle de dynamique, de niveau, etc. Donc là, eh bien, on va prendre en compte cette compression dynamique aussi en fonction de la fréquence et en fonction du type de signal. On va prendre en compte le couplage physique des enceintes à la salle, dans le grave et le bas médium surtout. C'est-à-dire que votre enceinte acoustique, on va dire, visuellement c'est la même, mais si vous les mettez dans une certaine position dans une salle ou dans une autre position ou vers un mur ou pas, eh bien, on va avoir une enceinte acoustique qui physiquement votre coupe de réponse que vous avez achetée, qui est du constructeur, ça ne va plus être du tout la même, mais plus du tout. Hein. Donc déjà, c'est ce que j'appelle le couplage physique. Après, on va avoir la maîtrise des premières réflexions qui va modifier en fait ce que j'appelle le couplage psychoacoustique. Hein, on voit alors je ne vais pas m'étendre trop là, dans ce que j'appelle l'effet de fusion, qui va modifier en fait le son direct perçu par nous, par notre enceinte. Alors là, l'enceinte acoustique ne change pas. Ce qui change, c'est notre manière de percevoir le son par rapport à un plan sonore. Hein. Si je mets, par exemple, là, j'ai mon téléphone, là, par exemple, voilà, hein, que je mets ici. Hein, et si je fais ça, je ne sais pas si ça va s'entendre, parce qu'avec le micro, ça ne va pas s'entendre, mais je pense que si, quand même, hein, voilà. Eh bien, vous n'entendez pas une réflexion sur le microphone. Vous allez entendre une différence de timbre quand je fais ça ou quand je fais ça. Le son ne va pas être le même. Ou si je le mets vers le micro, bien sûr, aussi. Hein. Mais tout ça, ça se passe parce que, d'une manière, je dirais, classique, avec des enceintes monitoring, parce que figurez-vous qu'en général, eh bien, on a des tables hein, qui s'appellent des tables de travail, tables de mixage, bureaux, ouais. etc., qui vont créer ou pas des premières réflexions. Je ne parle pas des écrans qui, là, c'est souvent assez catastrophique si on n'y fait pas attention. Et en fait, tout ça n'est pas symétrique d'une enceinte en stéréo, par exemple, entre le gauche et droite, et on s'étonne d'avoir une image stéréophonique qui ne soit pas bonne. Bah oui, c'est comme si vous avez deux enceintes acoustiques différentes pour reproduire la voix droite, et la voix gauche, vue de mon côté. Voilà. Et donc, par conséquent, eh bien, on aura des problèmes de mixage, évidemment, en plus des détimbrages, tout ça. Alors, tout ça, on l'examine, mais l'enceinte ne change pas. C'est notre perception du son direct de l'enceinte qui change, mais l'enceinte ne change pas, contrairement ou dans le grave, là, l'effet de couplage, où c'est l'enceinte qui change complètement. Alors, tout ça, on le voit en détail, bien sûr, et surtout, on le vit, parce qu'on fait aussi on expérimente tout ça et on écoute, grâce aux critères d'écoute que vous connaissez bien maintenant. Hein, pour certains. Eh bien, on peut, pour certains, eh bien, on peut faire le parallèle entre le critère et la mesure, parce que la mesure n'est jamais totalement à la réalité
Et c'est là que les critères d'écoute nous sauvent beaucoup la mise. Ça, c'est le premier point peut-être, arrête-moi si je me trompe, qui fait la différence entre une approche de traitement acoustique classique, où effectivement on part d'une pièce et on ne prend pas en compte l'écoute. C'est ça. Toi, tu fais un petit peu l'inverse, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que tu commences par l'enceinte en tant que telle, Mmh. alors de par sa conception, tout ça, Mmh. ça on le sait, mais tu vas d'abord chercher un placement à l'intérieur de la salle et C'est tu vas ça. adapter ça, en fonction des résultats, quoi. C'est ça, absolument. En ce qui concerne le médium aigu, en général, l'effet de fusion, justement, enfin les premières réflexions et la décroissance des sons dans la salle dans le médium aigu, parce qu'il n'y a pas que l'effet de fusion, il y a aussi les sons tardifs qui vont nous amener un effet de masquage et qui vont être liés à ce que j'appelle la transportabilité du mixage. Comment la garantir? Ben, on y arrive. Hein, Eh mais oui. bon, il faut prendre les choses dans le bon, Ouais, ouais. dans le bon ordre. Et puis, effectivement, il y a le positionnement optimal des enceintes au point d'écoute, le sweet spot par rapport à l'ergonomie du local, parce qu'on ne peut pas mettre non plus le local dans n'importe quel ordre. Quoi qu'il m'est arrivé, dans certains endroits, d'arriver dans un endroit un peu grand quand même, où c'était possible, et après plusieurs heures d'études, mais on s'est dit, bah non, on va mettre tout l'ensemble, on va transformer complètement le local, on Ouais, va travailler oui. dans l'autre sens, dans le sens de la largeur plutôt de la profondeur, etc. Et là, on avait beaucoup moins de problèmes. Donc déjà, la première chose, c'est de voir tout cet ensemble de choses, mais en même temps, vous voyez, tous ces paramètres en même temps. Après, on aura aussi, en fonction de cette ergonomie, on y reviendra, on aura aussi les besoins d'exploitants qui vont être liés au type de production. On ne va pas avoir les mêmes besoins. Déjà, au choix des enceintes, ça va conditionner le choix des enceintes acoustiques aussi, du sub, etc. Si on fait de mixage pour le broadcast, pour la télévision, jeux vidéo, la Ouais, bien variété, sûr. le classique, le rap, l'électro, etc. Tout ça, je ne parle même pas du cinéma où ça c'est complètement en dehors, hein, mais tout ça, ça va être en fait des besoins qui sont des fois diamétralement presque opposés, enfin tout au moins avec des arbitrages qui seront très différents. Voilà. Et puis également notre culture d'écoute, parce que en fonction de notre vécu, de ce qu'on de la culture de laquelle on vient, hein, si c'est par exemple, occidentale, orientale, africaine, etc., et je ne sais quoi, et encore dans l'occidental, si vous prenez la culture anglo-saxonne et latine, ce n'est pas du tout les mêmes équilibres spectrales et tout, et donc on va pas régler le système de la même manière et faire les mêmes choix. Donc tout ça, ce que je viens de vous dire, c'est qu'il ne faut pas prendre des éléments les uns après les autres, mais tous les éléments en parallèle les uns avec les autres. C'est-à-dire que, alors en mathématiques, pour ceux qui connaissent un petit peu, hein, il y a un truc qui est très qu'on connaît en mathématiques comme règle, qui est l'optimum d'une somme n'est pas égal à la somme des optimums. On prend une enceinte acoustique optimale, on prend un caisson de gras, je ne sais pas, quoi, on prend une ergonomie optimale, tout ce que vous voulez, et vous réunissez tout ça, la somme de tout ça n'est en général pas optimale. Donc, l'intérêt, c'est de faire avancer tous ces éléments en même temps et que, en fait, quand on va choisir, par exemple, une acoustique du lieu, eh bien, il faudra savoir, cette acoustique va dépendre du choix de l'enceinte acoustique. Combien de fois j'ai vu dans l'acoustique classique, hein, des gens dire « Ah ben, je vous fais une acoustique, des acousticiens, très très bons par ailleurs, mais je vous fais une acoustique neutre. » C'est quoi? Ouais. Une chambre sourde? On ne sait pas. Eh Hein, oui. voilà. Ça n'existe pas. De la même manière qu'un constructeur d'enceintes, hein, dont je fais partie à un moment perdu, hein, voilà, donc vous le savez, voilà, bon, vous dites, moi, je vous fais une enceinte quasi parfaite, et vous la mettez n'importe où, c'est plus mon problème, Ouais. voilà. Non, une enceinte, ça, comme je viens de vous dire, c'est complètement lié au local d'écoute. Il faut en fait, en gros, fabriquer l'enceinte dans le local d'écoute, quelque part. Fabriquer, tout au moins l'adapter, hein, ce que j'appelle fabriquer. L'écoute, on va fabriquer l'écoute, en fait. Hein. Et puis, vous avez aussi des gens qui font de la construction de processeurs, Oui. donc de plus ou moins sophistiqués, et certains qui vous disent, enfin ils vous disaient à une certaine époque, mais bon, je ne citerai pas de nom, mais bon, maintenant ils ne disent plus, mais ils disaient, oh ben c'est bien simple, vous mettez les enceintes en vrac dans la salle, vous mettez l'acoustique que vous voulez, vous faites calibrate, Ouais. et tout se passe bien. Non. Ouais, c'est pas si Il y a simple, des ouais. limites. Ouais. Il y a des limites aussi parce que
également, par la mesure, on ne sait pas maîtriser totalement ce qu'on entend. C'est pour ça qu'on a besoin des critères d'écoute pour corroborer et complémenter les mesures. Hein. Mais globalement, il faut avoir une idée de l'acoustique de la salle et des enceintes pour que les deux soient, j'irais, adaptés. Et nos fameuses cultures d'écoute, c'est-à-dire le circuit de production. Hein. De quoi on a besoin? Donc, il faut se poser toutes ces questions en même temps, en parallèle, on va dire, et non pas en série. Donc ça, c'est vraiment la clé du problème. Après, il y a un ordre avec lequel on va faire les traitements acoustiques, qui va être en général... Alors voilà, si vous voulez, je vous donne un petit conseil, déjà comme ça, un truc à éviter. Un truc à éviter, c'est de commencer d'essayer de traiter l'aigu. Hein, Ouais. de commencer par mettre de l'amortissement en disant voilà, c'est trop réfléchissant, tout ça. Et par le RT60, on va dire ah bah non, dans l'aigu, on va mettre déjà Ouais, c'est souvent des mousses au mur, des machins, enfin bref, voilà, tout ce que vous connaissez qui va traiter l'aigu. Et en général, eh bien, après, on n'a plus de place pour traiter le grave, on ne sait plus. Alors qu'en fait, il faut faire l'inverse. Il faut partir du grave et ajuster l'aigu. Bon, ça, c'est un des conseils qu'on voit et qu'on vit dans le stage. Hein. Exactement, voilà. Absolument. Et ça, c'est une approche globale, systémique, donc à avoir dès le départ de votre projet. Si vous avez vous partez de quelque chose existant ou quelque chose qui est tout neuf, hein, voilà, à faire, alors ça, c'est là que vous pouvez économiser et du temps et de l'argent. Hein. Et le choix des enceintes, ben, ça va être lié aussi, par exemple, je vais vous prendre un exemple. On va prendre un exemple concret pour concrétiser un petit peu tout ce que je viens de dire. Vas-y. Eh bien, je prends l'exemple, vous allez tout de suite comprendre, de l'isolation phonique. On se dit, ben, l'isolation phonique, qu'on lit des fois, ben, n'a rien à voir avec le traitement interne. On verra le traitement interne après. Sauf que, si on est, je dirais, dans un lieu où il y a des voisins, où il y a une route qui passe pas loin avec des camions qui passent, ou une voie ferrée, ou ce que vous voulez, ben, l'isolation phonique, on va être obligé de faire des bonnes isolations phoniques pour éviter que le son passe d'un côté par rapport à l'autre ou de l'autre par rapport au premier côté. Enfin, voilà. Et donc, eh bien, on va mettre des murs, ce matériau de sandwich, des murs épais, tout ça, et l'énergie, si elle passe pas, si c'est étanche au niveau acoustique, cette isolation phonique, c'est bien. Mais le problème, c'est que le son à l'intérieur de la salle, qu'est-ce qui devient? Ben, il ne va pas aller à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Ben, il va se produire qu'il faudra l'absorber à l'intérieur. Donc, on aura d'autant plus de problèmes acoustiques dans le grave si notre salle est isolante ou pas, indépendamment même des formes. D'accord? Voilà. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'isolation phonique va avoir une incidence sur le traitement acoustique interne, en particulier dans le grave. C'est pour ça que c'est intéressant de diagnostiquer les besoins qu'on a par rapport à ça. Et si vous êtes dans un local où vous êtes en pleine campagne, où il n'y a personne aux alentours, il n'y a pas de bruit à l'extérieur, sauf un avion qui passe de temps en temps, eh bien, vous embêtez pas. Là, même si vos murs, le grave passe à l'extérieur, ben, c'est bénéfique souvent pour les traitements acoustiques à l'intérieur où on aura moins besoin. Pensez à tout ça déjà en même temps et en sachant que si vous avez une pièce, par exemple, qui fait 10 mètres carrés, hein, et que vous dites je veux faire une boîte dans la boîte pour avoir une isolation acoustique parfaite, eh ben, vous vous retrouvez avec une surface à l'intérieur qui va être réduite à 8 mètres carrés, mettons, 8 mètres cubes, enfin 8 mètres carrés en surface au sol, par exemple, je ne sais pas, en mètres cubes, ça dépend de la hauteur sous plafond. Et là, vous allez dire, bah, comme vous avez fait une bonne isolation phonique, vous allez avoir plein de problèmes non stationnaires. Et là, vous faites quoi? Bah, on ne peut pas y en faire parce qu'on n'a plus de place. À moins de... Donc, voilà. Donc, du coup, bah, on arrive à dire bah, on va régler le grave au casque, hein, voilà, ce qui simplifie les choses, mais c'est pas équivalent. Ce n'est pas une solution. Voilà. Donc, déjà, tout ça va dépendre aussi de votre volume. Alors, si vous choisissez un local, choisissez-le grand. Ne faites pas l'erreur, si vous avez, par exemple, 80 mètres carrés global, pour votre plateau d'enregistrement et la régie de mixage, de dire je vais avoir un grand plateau d'enregistrement où je vais pouvoir mettre plein de musiciens, puis la cabine de mixage, ben, je vais rester à 12 mètres carrés, ça suffit. Erreur. Erreur, toujours prendre
au moins une Ah oui. cabine de mixage avec une surface, je dirais, au moins de 20 mètres carrés. Dans les préconisations AES, c'est 30 mètres carrés en stéréo et 40 mètres carrés en multicanal. Hein. Puis en son 3D, alors là, bon, j'en Et parle oui, pas, là, il du faut de la plafond, hauteur ouais. sous plafond Ouais, ouais. aussi. Et puis une hauteur sous plafond aussi. Si vous avez 2,20 m, ça va être dur de faire un plafond un peu. Et puis après, vous avez le traitement interne. Mais tout ça, ben, ça va dépendre après de la manière dont vous avez fait les parois. Si vous avez des structures, un mur en BA13 d'un côté avec de l'amortissement Stixon, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça, avec des matériaux sandwich, on va dire. Puis de l'autre côté, vous avez un mur porteur en moellon. Alors pour vous, c'est 2 murs en dur, pas pour le grave. Pour le grave, ça, il ne va pas le voir de la même manière. Et vous allez avoir, si vous avez un caisson de grave d'un côté en stéréo ou une enceinte avec du grave d'un côté qui est sans caisson de grave, donc où le grave est inclus dans l'enceinte, à droite et à gauche, et ben dans le grave, vous allez avoir une surprise que vous n'allez pas avoir un grave qui matche du tout en même temps. Alors vous allez dire, je fais une coupe de réponse droite. Oui, Ouais, mais c'est pas ce que vous entendez, parce qu'en temporel, à 80 Hz, ça m'est arrivé, 80 Hz, le grave d'un côté n'arrive pas en même temps que le grave de l'autre côté. Et ça, vous allez dire, il y a du phasing. Effectivement, ça se marie jamais. Voilà. Alors ça, ben, il faut, parce que vos deux murs, même s'ils sont symétriques visuellement, ils ne sont pas symétriques acoustiquement. Donc vous voyez, tout ça, c'est énorme. Et puis après, quand vous avez vos enceintes là, optimisées dans le grave, là, c'est pas le force, parce que vous allez dire, là, le caisson, là, il est bien à cet endroit-là. Ouais, mais d'accord, mais le satellite, le médium aigu, là, ça marche pas du tout. C'est contre un mur, j'ai pas d'espace à côté. Parce que on vous dit aussi de faire vivre les enceintes et dans la norme AES, hein, les préconisations AES, pardon, on vous préconise de mettre, c'est pas pour rien, aucun obstacle autour des enceintes, là, médium aigu, à moins de 1 mètre de rayon. Tout autour, c'est une sphère de 1 mètre. Ça, pour éviter les problèmes d'effet de fusion et de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ce qui fait que, eh bien, la position, si vous avez des enceintes pleine bande, avec des systèmes 3 voies par exemple, c'est très bien. Hein, sauf que le positionnement où vous aurez votre sub, votre grave qui sera optimal, sera peut-être très près d'un mur. Ça ira bien pour le grave, mais pas du tout adapté pour l'image stéréophonique et le timbre en médium aigu. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien travailler avec des graves séparés. Ouais. 1 ou 2 caissons d'ailleurs, mais séparés, qu'on puisse optimiser séparément. Et ça, c'est une approche globale. Hein, le grave, l'optimisation dans le grave, de l'optimisation dans le médium aigu, qui n'a en fait souvent rien à voir au niveau des contraintes et qui n'a pas forcément la même position, je dirais, optimale. Ouais. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses comme ça. Et puis une fois que vous avez fait ça, eh bien, il reste toujours, c'est jamais parfait. Hein, vous avez remarqué que ce monde n'est pas parfait, il faut s'y faire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, Nicolas? Eh bien, on va, après, en dernier sort, on va faire de la correction électronique. Voilà. Alors déjà, il faudra, si vous avez un sub ou pas, alors si déjà vous avez une enceinte toute faite, bon, bah, je veux dire que le constructeur, en général, si vous avez une bonne, hein, s'il est sérieux, il va faire quelque chose déjà d'établi. Si vous avez un caisson séparé, un seul ou deux, ben, il faudra faire ce qu'on appelle un bus management ou enfin un raccord avec des filtrages, tout ça électronique et tout. Tout ça, eh bien, il faut que ça se fasse dans le local d'écoute. C'est-à-dire que moi, un filtrage, je me refuse à mettre un truc, dire, bah voilà, on va faire un 12-12 dB ou un 24-24, et puis qui est inclus dans le caisson de grave, parce que ça, en général, ça ne suffit pas. Alors, ça fait toujours un son, on peut toujours avoir une courbe droite, mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'on va entendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, j'aime pas travailler avec un sub séparé parce qu'on l'entend. Ouais. » Alors, quand on l'entend, le sub, ça veut dire que c'est mal réglé. Alors là, je suis formel là-dessus. Oui, bah, j'ai connu ça. Voilà, tu as connu. Hein, voilà. Mais ça, c'est... Voilà. Quand c'est bien réglé, le sub, on l'oublie. Hein, on ne l'entend pas. Alors tout ça, ben, on va régler l'ensemble dans le local avec le crossover. Voilà. Et on va fabriquer en fait le grave dans le local. Je dirais, si on veut couper à 100 Hz, par exemple, ben, on va fabriquer le grave, enfin corriger le grave, enfin l'optimiser le grave, plus exactement le grave dans le local, jusqu'à 200 Hz. Voilà. Et si on veut couper à 100, mettons. Et le satellite, on va l'optimiser jusqu'à 50, même s'il ne tient pas trop la puissance. Et après, on va couper. Parce que
dans le local, ben, la phase va tourner, tout ça. Alors, la phase, pour ceux qui me connaissent, je dis souvent pour plaisanter qu'elle n'existe pas parce que c'est une notion mathématique, une notion purement mathématique, mais ce qui existe, c'est le temps relié à la phase. Hein, voilà. Et bah, tout ça, ça va être modifié par ce que j'appelle le couplage dans le grave du local. Et quand on met un sub, eh bien, à 100 Hz, le couplage du grave n'est pas le même que le couplage du satellite qui va être à un autre endroit avec un haut-parleur avec une charge différente. Ce qui va faire que tout ça, eh bien, on va fabriquer notre bass management, comment dire, dans le local. Faire un truc qui marche dans tous les cas, pour moi, Oui, c'est exactement c'est pas... ce qu'on avait fait donc, dans notre vidéo. On avait expliqué tout ça. Et tout ça, on le vit dans le stage, parce qu'on commence par un local où on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'était avant qu'ils me connaissent. Donc ici même, voilà, oui, oui, bah, en tout cas une Ah, pièce. voilà, Ah que tu oui, me bah, c'est connaisses. sûr. Bah, comme Et, quoi, et après, ben, on part, mais c'est bien pédagogiquement, et c'est pour ça qu'on le fait à Saint-Péret d'ailleurs et pas ailleurs, parce que là, ben, et puis à la fin, ben, eh bien, on arrive avec un local où on peut mixer, et en fait, on met on met en application tout ce que je viens de vous dire, avec un ordre précis, et il ne faut pas changer cet ordre. Si on commence à faire du réglage électroacoustique en n'ayant pas optimisé l'emplacement du caisson, et puis on a un trou de 30 dB, ça s'est vu, hein, et on essaye d'égaliser les 30 dB, on a tout faux, évidemment. Hein. Donc tout ça, il y a un ordre à respecter, et si vous ne le respectez pas, prenez les choses dans l'ordre contraire, et ben, vous arrivez en général à un résultat pas terrible, voire mauvais. donc là, j'imagine que beaucoup de gens vont se poser des questions. Moi, c'est sûr que, bon, moi, j'ai le recul, évidemment. J'ai vu l'approche et j'essaye aussi de comparer à ce que on peut voir et entendre un petit peu partout sur des protocoles de base, voilà. Moi, je pense, par exemple, au placement de l'enceinte parce que, bon, tu expliques très bien, toi, ce que tu aimes, c'est de découpler avec un caisson dans la mesure du possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement avoir un Non. caisson parce qu'après, il y a des raisons de budget, de place, machin, et cetera. Mais en tout cas, ça aussi, c'est une manière de dire, quand on parle de trouver un bon emplacement, de démystifier l'idée de se fier à des règles statistiques qui disent se placer à tel endroit du mur, machin. Il y a un truc, alors ça, attends, Voilà. excuse-moi, là Non, j'ai mais une parenthèse, mais c'est très C'est intéressant. pour ça que je te lance le. Je rebondis là-dessus parce qu'il y a un truc qui m'exaspère un peu, parce que justement, c'est l'antithèse de l'acoustique systémique, c'est le sbire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du sbire. Voilà, c'est je ne sais plus, boundary, je ne sais pas quoi, enfin bref, en anglais, peu importe, je n'ai plus le nom en tête, mais en fait, c'est une étude très, très intéressante, hein, qui a été faite sur, dès qu'on met du grave, en général, c'est omnidirectionnel, le grave, hein, bon, voilà, et le grave, ben, qu'on a un mur derrière l'enceinte, en dur, ce grave va partir vers le mur et va revenir, hein, sur l'enceinte dans la position d'écoute, avec un certain retard, évidemment. En fonction de ce retard, ce qu'on appelle, donc là, on a le sbire, justement, eh bien, on a un filtre, une espèce de filtre en peigne, où on a des annulations à certaines fréquences qu'on peut parfaitement, j'irais, qu'on peut mesurer, prévoir en fonction de la distance au mur, voilà, simplement. Hein, mathématiquement. voilà, qui sont du quart de longueur d'onde, enfin peu importe. Hein. Et donc, vous trouvez ça facilement dans d'autres formations ou sur Internet. Et là, eh bien, on vous dit, bah, il ne faut pas mettre les enceintes trop loin d'un mur. Et même, le meilleur moyen d'éviter l'onde arrière, c'est d'encastrer les enceintes dans le mur. Alors, pourquoi pas à partir du moment où c'est bien encastré? Parce que dès que vous avez un truc avec un petit jour d'un côté, tout ça de l'autre, j'ai fait des mesures là-dessus. Des fois, souvent, ça peut être pas terrible. Mais si c'est bien encastré, pourquoi pas? Mais ça veut dire qu'il faut quand même avoir prévu d'encastrer les enceintes dans le mur, ce qui n'est pas toujours facile, pas simple, hein. ni prévu, ni possible. Alors, on vous dit après, eh bien, mettez-les assez loin, mais pas trop loin ou assez loin. Enfin, bref, il y a toujours un endroit où ça va être un compromis. Alors, moi, j'aime pas le terme compromis. Je préfère le terme arbitrage. Parce qu'un arbitrage, on fait un truc gagnant-gagnant. Compromis, on gagne et on perd. D'un côté, on gagne d'un côté et on perd de l'autre. Bon, c'est du vocabulaire, vous allez me dire, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui se passe, c'est que quand on met les enceintes, par exemple, très loin, par exemple, à 1 mètre du mur, on va dire, bah là, ça ne va pas aller, parce qu'il y a le sbire qui va vous dire que vous avez une apophase auquel vous pouvez rien. Alors déjà,
c'est faux de dire qu'on peut rien, on peut absorber le grave derrière, si on le sait. Donc c'est d'ailleurs ce qu'on fait souvent. Mais ça, c'est quand on tient compte qu'il y a une seule paroi. Sauf que quand dans un petit local en particulier, il y a d'autres parois, en hauteur, en largeur, voilà. Et ça veut dire qu'il y a d'autres zones stationnaires, d'autres choses, il y a des sbires de tous les côtés en fait. Si bien qu'il y a des interactions, des interférences entre les sbires qui fait que le sbire qui avait été prévu avec une annulation de phase, par exemple, je ne sais pas moi, 80 Hz par exemple, là, hein, on va dire, eh ben on ne l'a pas. Eh oui. On ne l'a pas parce qu'en fait, chaque cas va être un cas particulier. Et le sbire fonctionne si on tient compte d'un seul critère. Mais en acoustique systémique, il faut essayer. Donc, il n'y a pas de choses interdites. Hein, et le plus vous allez mettre vos caissons de vos graves loin, par exemple, eh bien, quelquefois, vous aurez moins de couplage avec le local. Mais le plus vous mettez près, le plus vous aurez alors, moins de... Enfin, mais ça, vous aurez, je dirais, autant de résultats que de cas particuliers examinés. Donc le sbire, par exemple, est un truc qui, pour moi, c'est intéressant comme étude, mais si on voit, c'est intellectuel un peu, et ça existe, mais ce n'est pas suffisant. Parce que dans mon expérience à moi, des fois, le sbire, on s'en fout totalement. Puis comme tu l'as expliqué, c'est valable si le mur reflète parfaitement l'onde. Si par exemple ce mur, l'onde passe à travers, le sbire, il n'existe pas. Voilà. Donc il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte que, bon, en fait, il faut essayer. Hein. Donc c'est pour ça que mais en essayant, en comprenant aussi les phénomènes. Et c'est ce qu'on fait dans le stage aussi. C'est que l'idée, c'est qu'on fait même des petites pièces de théâtre. Hein. Oui. Ouais. On ne dira pas, c'est la surprise, ça. Hein, voilà. Bah oui, parce que les fameuses molécules, aussi... oui, bien sûr. Bah oui, on vit le son dans les pièces de théâtre. Hein, et on vit le son qui arrive vers un mur ou pas vers un mur, etc. Et là, on comprend physiquement ce qui se passe. Hein. C'est pas mathématique, c'est vraiment la réalité physique. Et si on ne comprend pas tous ces éléments-là, on a du mal à appréhender ce que je vous parle, c'est l'acoustique systémique, parce que ça englobe tous ces éléments-là en parallèle. Et après, on corrobore à la fin avec une validation auditive aussi, grâce aux critères d'écoute, qui font partie en fait aussi de l'acoustique systémique. C'est-à-dire qu'à la fin, on va valider ces corrections, et il y a des choses que je dirais qu'on mesure et qu'à l'oreille, on ne trouve pas forcément tout à fait la même chose. En général, on ne se plante pas trop, mais il y a des petites corrections à faire souvent. Et après, on peut même faire différents presets en fonction de types de musique aussi différents. Hein. Voilà, petite écoute, grosse écoute, enfin, etc. Tout ça, une fois qu'on a compris, qu'on suit En fait, quand vous suivez ce protocole-là et puis tout ce qu'on voit dans le stage, en fait, vous ne pouvez pas vous planter. Normalement, c'est censé fonctionner. Si vous le faites, vous ne pouvez pas faire de grosses erreurs, on va dire. Hein. Donc, ça vous gagne et du temps et de l'argent, ce que je disais au début. Suite au prochain épisode ? OK ? Voilà, très bien. Merci, Nicolas. À très vite. À bientôt. À bientôt.